Bien, mes chers collègues, nous poursuivons nos auditions de la mission d'information sur les droits de diffusion audiovisuelle du sport en recevant M. Philippe Robert, président de Bisport et ancien membre du conseil d'administration de Canal+. Après l'Olympique de Marseille cet après-midi que nous venons d'auditionner, nous changeons un petit peu de sujet pour aborder la diffusion de tous les sports et de tous les événements, en particulier le sport amateur qui nous est cher ici à l'Assemblée nationale. Monsieur Robert, je vous souhaite la bienvenue. Je crois que vous saurez nous renseigner sur l'activité de votre plateforme et sur vos idées pour renforcer l'exposition des petites compétitions, des moyennes et des grandes, à l'ère d'Internet et des réseaux sociaux. Sans plus attendre, je vous laisse la parole pour un exposé liminaire de 5 à 10 minutes qui sera suivi d'un échange de questions-réponses avec les membres de la mission, en particulier notre rapporteur Cédric Roussel, député des Alpes-Maritimes. Je vous donne la parole, Monsieur le Président. Merci. Bonjour, merci. Je veux dire, je suis accompagné d'Edouard Donnelly, qui est directeur général de Bisport et qui peut aussi intervenir pour répondre à vos questions. Si vous voulez bien, je voudrais juste prendre un petit recul de contexte pour recadrer ce que je crois être le sujet et le mettre dans une perspective qui pourra aider par rapport à ce qu'on peut contribuer. Ce que je veux dire, c'est que ce qu'on observe dans les questions de sport et de diffusion ne sont pas spécifiques à l'écosystème du sport et qu'il y a d'autres secteurs de l'économie qui offrent des caractéristiques un peu similaires. Et si on veut en rester au sport, et par exemple au foot en particulier, il faut quand même noter qu'on est un grand pays du sport, un grand pays du foot. On est champion du monde en titre. On a à peu près un tiers des joueurs de Champions League qui ont été formés en France. Donc on est vraiment un pays leader, comme on pourrait être un pays leader dans la recherche sur les vaccins, où des Français sont présents dans tous les grands laboratoires internationaux. Et pour autant, on a un championnat de France qui est structurellement déficitaire. On a une longue histoire de diffuseurs qui se succèdent en faisant des grosses pertes dans la diffusion de ces championnats de France. Et on a des clubs qui importent des joueurs de tous les continents, alors qu'on est le plus gros fournisseur de joueurs au monde. Donc pourquoi je vous dis ça? C'est que je pense que si on met l'accent sur la diffusion, sur la question de la diffusion d'un championnat en particulier pour essayer de mesurer les enjeux, on a un angle d'observation un petit peu étroit. Okay, et on passe à côté de la véritable valeur, du potentiel de la valeur du sport dans le contexte qu'on vit, qui est celui de la transformation numérique et de l'obsolescence, je dirais, programmée de la télévision. Donc vous allez me dire, elle est où cette valeur? Où est-ce qu'on peut la voir? S'il y a autant de valeur cachée que ça, pourquoi est-ce qu'on n'en profite pas et pourquoi il n'y a pas d'appel d'offres dessus? Les contenus qui passent à la télévision sont historiquement que des contenus de discipline majeure pour des événements premium. C'est-à-dire que la télévision, le broadcast, n'a jamais réussi à capturer la totalité des disciplines françaises. Il y en a plus d'une centaine en France qui sont actives. Et bien sûr, pas tous les niveaux. Donc, le business model, enfin, la règle du jeu dans le broadcast, c'est de trouver le plus grand dénominateur commun, ce qui peut être montré au plus grand nombre de personnes, et ce qui a amené au fil des années à être très sélectif et à pousser les broadcasters à mettre tous leurs œufs dans le même panier. Et donc créer une inflation, comme on l'a vu ces dernières années. Mais pour nous, plus de 90% de la valeur, elle est ailleurs. Et elle est dans des contenus qui ne sont pas compatibles avec la télévision, qui ne peuvent pas être exploités avec la télévision et qui ne seront probablement jamais, mais qui sont devenus depuis quelques années complètement accessibles par des nouveaux médias, les médias digitaux, les médias sociaux. Okay. Chaque semaine qui passe, il y a 10 080 minutes, et un match de foot, c'est 90 minutes. Il y a un focus sur lequel on se concentre, qui sont les 9 990 autres minutes pendant lesquelles les matchs ne sont pas diffusés. Donc, tous les matchs, très haut niveau, tous les niveaux, toutes les disciplines, et tout ce qui se passe entre deux matchs, qui fait partie de l'histoire sportive, qui fait partie de la passion, qui fait partie des échanges dans une communauté très large, qui pratique et qui suit plusieurs sports, qui ont cette passion et qui vivent le sport entre deux entraînements, dans toutes leurs conversations, dans tous les échanges avec leurs familles, leurs amis, et qui sont tous des grands générateurs de contenu. Et cette valeur, on la retrouve à plusieurs niveaux. Donc, les contenus premium, qui sont ceux
qui sont l'objet de droits de diffusion. Mais il y a aussi tous les contenus de tous les autres matchs, activités, sports, compétitions, donc sport mineur ou niveau régionaux et en dessous. Il y a une très grosse catégorie qu'on appelle les contenus générés par les utilisateurs, qui est celle qui est capturée par les réseaux sociaux très largement. Et bien sûr, à la fin, il y a des données. Et le sport est une source de données inépuisable qui peut servir à beaucoup de choses, pour notamment créer de la valeur pour le sport, qui vont de la biométrie, des statistiques, de la capture de mouvements et de mesure de l'intérêt de chaque fan ou sportif par rapport à ses pratiques. Ces données, ces contenus, ils existent. Ils sont capturés tous les jours par les grands médias sociaux, les GAFA, qui sont les seuls à les monétiser et qui les monétisent complètement en dehors de l'écosystème du sport et des médias. C'est-à-dire que toutes les organisations sportives, fédérales, ligues, tous les clubs, tous les sportifs, savent que ces contenus et ces données existent, mais n'en voient pas la couleur, n'ont pas l'opportunité de même essayer de les monétiser, ni même d'en tirer de la valeur pour eux-mêmes dans leur analyse, dans l'amélioration de leurs produits ou dans l'amélioration des expériences qu'ils proposent. Donc, où est l'opportunité et qu'est-ce que nous avons décidé de faire par rapport à ça? Donc, encore une fois, par rapport à votre question de diffusion des droits majeurs, on pense que c'est formidable que des broadcasters continuent à payer des prix importants pour le sport, même s'ils perdent de l'argent. Ce qu'on voit quand même, c'est que quand un Amazon rentre, les prix baissent. C'est-à-dire qu'un opérateur économique qui n'achète pas de droits sportifs dans un but purement défensif, soit pour essayer de récupérer des clients à ses concurrents, soit pour essayer de vendre d'autres produits attachés, finalement finit par payer un prix de marché, parce que pour Amazon, ce n'était pas indispensable d'acheter le foot, donc ils ont vraisemblablement une analyse économique sereine. Donc sur ces contenus, je pense qu'il n'y a pas tant de problèmes que ça, sinon de trouver la bonne valeur, mais pour tout le reste qui est énorme, la bonne nouvelle, c'est que c'est le monde du sport qui a les clés. C'est le monde du sport, c'est à la fois le monde fédéral et non fédéral, mais tous les gens qui sont les régulateurs, les organisateurs, ceux qui contrôlent les calendriers, les classements, les récompenses. Ils ont les clés parce que tous les événements sportifs qui peuvent être générateurs de contenu ou de données dépendent de leur autorité. Et que ce soit en diffusion ou en analyse de données, l'opportunité est, et c'est pour ça que nous travaillons avec le milieu sportif, de créer des nouveaux types de médias sociaux qui leur donnent un vrai rôle là où ils ont lieu d'être actifs, pour permettre au grand public à la fois de contribuer ces contenus et de consommer les contenus de la compétition d'une manière sociale qui va pouvoir générer des données monétisables et bien sûr des contenus qui peuvent être support de monétisation comme on peut en trouver sur les réseaux sociaux. Tu veux rajouter quelque chose ? Bonjour, ravi d'être parmi vous aujourd'hui. Juste peut-être pour préciser, pour la bonne compréhension, que Bisport est un réseau social français créé par Philippe il y a quelques années, et un réseau social qui est dédié à l'univers du sport, et que notre objectif, le cœur de la vision de Bisport, c'est la vision que vous apportez Philippe à l'instant, c'est-à-dire d'aller recapter cette valeur qui existe aujourd'hui dans les réseaux sociaux généralistes, américains et maintenant un peu chinois, d'aller la recapter parce qu'on pense qu'il y a une valeur ajoutée pour l'ensemble des acteurs à pouvoir la voir sur un réseau social souverain, c'est-à-dire français, qu'il fait main dans la main dans des accords écrits avec le comité olympique, avec des fédérations, et qui va leur apporter de la valeur. Le cœur de notre conviction et de la vision de Bisport, c'est que aujourd'hui, il y a énormément de valeur, énormément d'argent, publicitaire essentiellement, mais pas que, autour des données, etc., qui sont générés par le sport, que ce soit le sport qu'on regarde, de la Ligue 1 qui vous intéresse essentiellement aujourd'hui, jusqu'au sport amateur. On est tous des producteurs de contenu sur ces réseaux quand on encourage nos champions à Tokyo, quand on a des conversations sur Twitter, sur Facebook, autour de l'arrivée de Messi, quand on poste nos photos, quand on va sur les matchs, etc. On met du contenu, on a des conversations, on commente, etc. Et qui monétise cette attention ? Ce sont les GAFA qui font de la publicité, qui apprennent énormément de nos comportements,
et qui monétise ces données des utilisateurs qu'on est en tant que fan, en tant que sportif, amateur, etc. Et cette manne, elle est immense. Twitter, c'est la politique et le sport. Facebook génère probablement, on ne sait pas, ce n'est pas des chiffres, mais on pense des sommes colossales autour des Jeux de Tokyo 2020. Combien ils payent de droits? Combien ça rapporte au mouvement sportif? 0. C'est rien du tout. L'idée de Bisport, c'est de dire aujourd'hui cette valeur-là, parce que la clé de la réussite pour ramener ce contenu, pour ramener ces utilisateurs, elle est dans les mains des sportifs, des acteurs du sport, des fédérations, des clubs. Ils peuvent, avec nous, ramener ce contenu sur des plateformes souveraines, contrôlées, et qui peuvent rapporter de la valeur à tout le monde. Et ce qu'on a l'habitude de dire, en effet, c'est qu'il y a ce qui se passe pendant les 90 minutes, qui effectivement nous intéresse. Mais nous, ce qui nous intéresse surtout, c'est toutes les conversations, tous les échanges de contenu qu'on peut avoir avant, pendant et après ces événements, jusqu'à l'autre, etc. Et que les grands GAFAM, réseaux sociaux, etc., ils n'ont pas besoin du contenu live pour pouvoir capter toute cette valeur qui est générée par tous les gens qui regardent dans un stade ou à la télévision et qui en même temps commentent, s'échangent, font des pronostics de savoir viendra, viendra pas, partira, partira pas, etc., etc. Donc cette valeur-là, elle est colossale. On a même quelques idées de chiffres. Et on pense qu'à la fois en termes d'opportunités pour financer le sport et pour le développement du sport, et en termes de souveraineté par rapport aux données des utilisateurs, il y a un enjeu à s'en préoccuper et à aider à ce que, de manière générale, parce que on est là en tant que Bisport, mais on est là aussi porte-parole de la Sportec en général, qui se porte très bien, qui est très active. Il y a de nombreuses start-up en France qui se développent aujourd'hui avec les Jeux Olympiques en perspective, etc. Certaines, voilà, des MyCoach, des Sport Easy, des Join Me, énormément d'acteurs autour de ces idées-là. Et on pense que ce sont des acteurs d'avenir qui vont apporter de la valeur au sport si on y met aujourd'hui l'attention et l'écoute pour peut-être pas résoudre les problèmes d'aujourd'hui, peut-être pas ceux de demain, mais ceux d'après-demain à coup sûr. Voilà, c'est le message qu'on est venu aujourd'hui discuter avec vous. Et quelle serait votre demande précisément par rapport aux législateurs ou au pouvoir réglementaire concernant ces possibilités qui pourraient s'ouvrir à vous? Il y en a plusieurs. Donc je recale. Il y a énormément de valeur cachée dans quelque chose qui n'est pas exploité. Il y a un trop gros focus sur les droits télévision et pas tout le reste, qui, à notre avis, est 10 à 100 fois plus gros, qui est déjà en partie monétisé, mais il y a une vocation de reconquête et de souveraineté derrière et de coordination. On a besoin d'infrastructures digitales, ce que propose Bisport de manière privée, et on a besoin que l'écosystème du digital capable de capturer et de valoriser tous les contenus s'aligne. Okay, et ne soit pas juste obsédé par leur possibilité de se connecter à Facebook ou à Google. Donc, d'un point de vue réglementaire, et c'est compliqué, et je sais que beaucoup de services de l'État en sont conscients, la tendance de vouloir réglementer les GAFA est en fait le meilleur moyen de les protéger. C'est-à-dire que toute nouvelle règle anti-GAFA ne protège que les GAFA parce que ce sont les seuls au monde à avoir les moyens de les gérer et de vivre avec. Donc si on avait une demande déjà, c'est de faire en sorte que l'environnement réglementaire ne soit pas trop prompt à nous empêcher d'exister. Okay. Donc les débats contre les géants, ça fait pas du tout du bien aux jeunes pousses. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, je pense que je peux parler pour toute la French Tech, c'est qu'on a un univers qui n'est pas très ouvert à l'innovation. C'est-à-dire que si c'est une innovation américaine, on l'accepte. Et on voit bien qu'on a des règles émises par le CSA qui dit que quand un média parle de Facebook, ce n'est pas de la publicité. Donc tous les médias parlent de Facebook toute la journée. Facebook ne paie pas 1 euro de publicité. Okay, mais quand on nous demande de diffuser des matchs de championnat de France et que Eurosport ne trouve que ce n'est pas une bonne idée, ils acceptent que ce soit diffusé sur Facebook, mais pas sur Bisport. Pourquoi ? Parce qu'ils sont tout à fait au courant qu'on n'a pas le support de la puissance publique, qu'il n'y a pas une volonté de souveraineté dans le digital
autre que par les mots. Je parle d'expérience vécue. Hein. On nous a demandé d'arrêter de diffuser parce que c'était bien sur Facebook, mais pas bien sur Bisport. Okay. Donc je pense qu'il y a une question de posture, et il y a une question aussi de reconnaissance d'un nouveau secteur qu'on a baptisé la Sporttech. Il y a beaucoup d'efforts qui sont faits sur plein de secteurs d'avenir et d'innovation, mais sur lesquels les trains est déjà parti, comme la biotech, la fintech et tout. On a un nouveau secteur qui est, où on est encore au début du début. Les cartes ne sont pas distribuées, il n'y a pas de gros acteurs américains ou chinois dans la Sporttech, notamment parce que le sport est une industrie extrêmement fragmentée par discipline qui ne crée pas de synergie entre elles, mais c'est l'objet de créer une plateforme. Et on a un secteur d'avenir dans lequel la France a beaucoup de cartes à jouer, et notamment le fait d'avoir des grands événements sportifs mondiaux sur le territoire français dans les années à venir. J'ai envie de dire qu'on a la balle est dans notre main, et que jusqu'à 2024, on est un petit peu le centre du monde des futurs grands investissements, et que c'est une opportunité pour nous de développer des nouveaux acteurs dans la technologie, dans les médias, qui vont s'adapter à un nouveau paradigme, parce qu'on est bien dans un changement de paradigme. Votre étude, elle est bien, qu'est-ce qui se passe avec la fin du broadcast, quels sont les impacts pour le sport. Ce changement de paradigme, c'est une opportunité énorme, et c'est une opportunité pour les industries et les savoir-faire français, parce qu'en 2028, on aura des Jeux Olympiques aux États-Unis et une Coupe du Monde aux États-Unis, et là, pour le coup, je peux vous garantir que ce sera les Jeux Olympiques et la Coupe du Monde de Facebook. Entre les deux, ce sont des actifs français, c'est la puissance publique, c'est le savoir-faire, c'est les sportifs, c'est le mouvement sportif français qui s'investit pour que ça devienne des grands événements. Et on a l'opportunité d'en faire quelque chose et d'apprendre à en faire des business qui vont mieux financer le sport et améliorer et faire passer l'activité et l'expérience sportive au XXIe siècle. Mais on a les moyens de l'inventer, comme dans d'autres industries, les Français sont très bons. Ce que vous nous dites par rapport aux grands événements sportifs internationaux, que je partage totalement, est-ce que ça ne nécessite pas des décisions maintenant très rapides et un peu en urgence? La Coupe du Monde de rugby, c'est le 2023. Les Jeux Olympiques et Paralympiques, c'est 2024. C'est demain, c'est après-demain. Je pense que pour illustrer, il y a le dispositif, enfin le grand plan ambitieux France Relance qui est en cours avec France Relance 2030, 30 milliards, quelque chose comme ça au total. On a compris qu'il y aura un volet assez fort sur la culture et sur les nouvelles industries innovantes dans le secteur culturel, avec près de 400 millions d'euros qui vont être mis sur ce secteur-là. Aujourd'hui, on n'est pas certain qu'il y ait, en tout cas on ne l'a pas vu, qu'il y ait quelque chose qui soit prévu sur le sport. Il y a eu un petit peu l'année dernière dans le plan de relance spécifique des 100 millions, 2 fois 2 millions d'euros qui ont été distribués par petites coupes aux fédérations sportives sur la partie sportive. Ça, c'est un moyen, par exemple, d'accélérer fortement, parce que oui, la Coupe du Monde de rugby, et Paris 2024, c'est demain, quoi. Donc, on n'aime pas... on ne fait pas les caliméros, on n'aime pas ça. La balle, elle est d'abord dans notre camp, et c'est à nous de réussir. C'est à nous de mettre les moyens et de faire une plateforme qui fonctionne, d'attirer des gens et d'être bon dans notre métier. Après, on fait des projets qui sont ambitieux et qui demandent que la mayonnaise tourne. Donc, le soutien, comme Doctolib, on a eu un moment sur des appels d'offres de la PHP, comme il y a eu la passe sur la vaccination, des choses comme ça. C'est-à-dire quelques petits moments clés qui font la réussite de ce genre d'entreprise. Et avec un écosystème qui y croit et qui joue le jeu, qui est OK, par exemple, je suis un sportif, je suis une fédération, je suis un député qui aime le sport. Je sais qu'aujourd'hui, si je crée ma page sur Bisport, je ne vais pas avoir autant de likes et de commentaires que sur Twitter ou sur Facebook. Mais je joue le jeu, c'est ce qu'ont fait toujours les Américains pour lancer les grandes plateformes. C'est les politiques américains qui ont fait Twitter et qui après ont amené des millions de personnes qui sont venues leur parler sur Twitter, mais ça a commencé comme ça. C'est ce petit effort initial dont on a besoin de tous les producteurs de contenu et de toutes les personnes, et je dis personnes physiques comme morales, y compris France 2023 qui a signé la semaine dernière avec Facebook un partenariat, comme Paris 2024, comme tous les clubs, etc. De jouer le jeu patriotique d'une plateforme qui a mis beaucoup de moyens pour assurer sa réussite, quoi, en misant sur le fait qu'elle va réussir et que c'est pour ça qu'il faut jouer le jeu, quoi. Monsieur le rapporteur. Merci, Monsieur le Président. Merci, Messieurs Robert et
Donnelly. On pourra poser la question, hein, Bernard Laporte, juste après, puisque juste après vous, il y a une audition, donc j'ai bien compris que c'était une question très opportuniste, donc on lui posera la question, mais en dehors du clin d'œil, moi je suis content que vous soyez là, parce que vous l'avez dit, vous représentez la Sportec, qui est qu'on peut symboliser au travers d'un lieu qui est assez unique au monde, qui est le Tremplin. Tremplin qui est un incubateur donc dédié au sport, au Sportec en particulier, et qui est une spécificité, en tout cas il y a encore quelques années, française, et sur lesquelles avec lesquels j'ai pu échanger, et c'est vrai que je comprends et j'entends à nouveau de la frustration à ce qu'il n'y ait pas davantage de solidarité entrepreneuriale française, entre acteurs français, et encore plus d'incompréhension entre des acteurs publics, des mouvements sportifs qui est une délégation de services ministériels, c'est-à-dire entre l'État et ces jeunes pousses dans un moment et dans un temps où l'emploi est un sujet de première importance, et qui mène notre action politique, notamment, donc, quels que soient les bancs, mais qui est une de nos priorités politiques. Moi, je voudrais qu'on soit, parce que c'est une mission d'information, justement, pour ouvrir aussi sur des solutions. Je comprends que vous faites partie, en tout cas, en vous écoutant, d'une solution qui est surtout, je dirais, ce manque de visibilité de discipline sportive, déjà. Je ne parle même pas du sport féminin, mais on peut en parler, justement, parce que ça, l'exposition du sport féminin est un réel sujet politique. Et aussi cette nécessité à trouver des relais de croissance, parce que l'argent manque, les politiques publiques, alors vous parlez d'un plan un plan donc 2030, 30 milliards, bien entendu qu'on sera présent, et c'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'on se voit et qu'on accélère nos auditions aussi, pour être pertinent et pour faire en sorte que l'écosystème sport puisse donc aussi avoir sa part, mais aussi donner sa part justement dans la création d'emplois, création de richesses pour notre pays. Donc, juste pour... moi, je vois une opportunité, effectivement, pour les disciplines qui n'ont pas monétisé, qui ne monétisent plus. Et je pense au basket, notamment, qui, pendant cette crise-là, n'a plus donc, ça a été le premier choc, en tout cas, n'a plus de commercialisation de ses droits, de monétisation de ses droits de diffusion. Je vois effectivement donc un relais notamment de croissance, ou en tout cas de visibilité, qui peut amener donc des relais de croissance, et je pense aux partenaires sportifs privés, aux sponsors, etc., qui peuvent, je dirais, apporter de l'eau au moulin des financements du monde amateur, mais aussi peut-être de clubs semi-professionnels, etc. Donc, vous n'achetez pas de droits. Vous ne payez pas de droits. Juste sur la captation, en fait, parce que vous parliez notamment de la retransmission. Est-ce que, et comment pouvez-vous vous définir par rapport à d'autres plateformes plus connues aujourd'hui, qui seraient Sport en France, Portol et DAZN? Alors, pour le moment, on n'achète pas de droits parce que notre concentration du moyen est de co-développer avec le monde du sport une plateforme pour vraiment recueillir tous les contenus d'utilisateurs et servir le monde du sport. Vous venez de parler du basket, on a un accord de co-développement avec la Fédération française de basket sur au moins 2 Olympiades sur lequel on fait des développements en commun. Donc on a surtout vocation à nous contribuer en faisant les développements des outils et de valorisation, et en le faisant avec eux main dans la main. C'est une première chose. La deuxième chose, tous les contenus ne méritent pas une diffusion live sur toute la durée d'un match. Il y a beaucoup plus de travail à faire en éditorialisation et en amélioration. Enfin, tout n'est pas qu'une question de vidéo, c'est beaucoup plus complexe que ça. Et donc, en effet, on n'a pas aujourd'hui un modèle qui viserait pour nous à acheter des droits de diffusion, parce que, on n'a pas envie de le faire plus que Facebook. Facebook ne le fait pas, d'une part. Et deuxièmement, on pense que c'est une vieille bataille. Quand vous parlez de vente de droits de diffusion pour une ligue, c'est un modèle, je dirais, un peu particulier par rapport à d'autres industries, où les ligues trouvaient jusqu'à maintenant un diffuseur, ils le trouvent encore,
qui leur donne un contrat de 4 ans et qui paye finalement, qui garantit 4 ans de revenus à l'avance, ce qui permet à ces ligues et à ces clubs d'investir dans des joueurs et de se dire tout ça c'est à peu près réglé, avec les risques qu'on connaît, s'il y a une défaillance notamment, ou s'il y a... Dans une industrie normale, l'entreprise, elle travaille avec ses actionnaires et ses banquiers, et elle finance ses opérations, et elle vend ses produits le mieux possible à chaque moment. Et donc, elle ne les prévend pas forcément 4 ans à l'avance. Nous, on a vocation, pour les contenus amateurs et d'autres, à pouvoir dire aux ayants droit, écoutez, nous, on a construit une plateforme qui permet à l'audience d'être présente, d'exister par rapport à ce qu'elle fait, par rapport à ce qu'elle aime, de leur diriger des contenus personnalisés, de ne pas raconter la même histoire à tout moment, à tout le monde. Et donc, si vous voulez rencontrer cette audience, on est là pour ça. Comment eux, ils vont pouvoir monétiser leur contenu? C'est utiliser une patinette beaucoup plus large que juste les avoir prévendus en espérant avoir fait un bon deal au départ. Donc l'opportunité, et encore une fois, je mets de côté les droits des ligues majeures comme Roland-Garros, le championnat de France de foot ou même le top 14. Pour tous les autres, vous voyez bien que l'ancien modèle qui est de prévendre les droits, c'est pas hyper facile, ça marche pas à tous les coups. En revanche, les contenus sont de qualité, les audiences existent, il faut les rencontrer dans le bon format au bon moment. Dans une ligue, tous les matchs de la Ligue 1 de football n'ont pas besoin d'être diffusés sur Canal+. Certains pourraient être très bien sur France 3 ou en streaming. L'important, c'est qu'ils rencontrent leur audience. Et c'est ça le travail sur lequel on se fait. Donc, en effet, ce serait se tromper de stratégie pour nous de se projeter comme acheteur de droits. Ça ne veut pas dire qu'on ne le fera jamais. Ça veut dire que ce n'est pas ce qu'on fait. Ce n'est pas là où on voit la valeur, ce n'est pas notre stratégie. Pour illustrer notre rôle dans cette dynamique-là, il y a aujourd'hui sur Bisport, vous trouvez tous les calendriers, tous les résultats de toutes les compétitions, depuis la Ligue des Champions ou la NBA aux États-Unis jusqu'au U13 de n'importe quel village de France. Tous les événements existent, tous les résultats sont là, on s'est branché à toutes les fédérations, etc. Et librement, chaque club peut, dans la page de cet événement, diffuser un live vidéo. Et donc il y en a aujourd'hui qui le font et qui diffusent. Évidemment, pour le niveau très amateur, ce qui se fait le plus sur notre plateforme, c'est plutôt des gens qui mettent quelques photos, les parents qui sont au bord du terrain, qui tiennent le score, ça c'est important, comme ça les parents qui ne peuvent pas être là parce que c'est à l'extérieur, ou les copains, ou les joueurs absents, peuvent être au courant en direct de ce qui se passe sur le terrain. Et puis il y a un certain nombre de compétitions intermédiaires qui choisissent, elles, de diffuser en live, et c'est gratuit, c'est-à-dire qu'on héberge la vidéo, on ne produit pas le signal, donc on ne va pas filmer sur le bord du terrain. Ça, il faut que ce soit les différents ayants droit, même si aujourd'hui on a fait un certain nombre d'opérations pour les aider à le faire, en trouvant nous-mêmes des sponsors qui permettent de le faire à coût nul pour tous. Et donc il y en a un certain nombre qui le font. Ce dimanche, la Fédération française de hockey sur gazon, donc immense sport mondial, assez petit encore en France, même petit encore en France, sport olympique, a diffusé pour la première fois depuis 15 ans un match de Élite 1 de hockey sur gazon en France. Va faire le mois prochain sur Bisport aussi un match des équipes de France féminines, un match des équipes de France masculines amicales qu'ils n'ont pas fait. On dit 15 ans parce qu'on n'est pas bien sûr de ce qui s'est passé avant, mais on est sûr au moins que ça fait 15 ans que ça ne s'est pas fait. Et qu'est-ce qui va intéresser les sponsors autour de ça? C'est pas non simplement de mettre un logo ou une petite pub de 20 secondes au début du match, etc. Mais c'est plutôt qu'aujourd'hui, il y a la moitié des clubs amateurs de hockey sur gazon et une grosse partie de la communauté qui est présente sur Bisport, qui est présente toute la semaine, pas seulement en regardant le match, les quelques milliers, il n'y en a pas beaucoup parce que ça intéresse peu de personnes, mais toute cette communauté, elle est très engagée et elle utilise aujourd'hui Bisport comme elle utilise Facebook ou comme elle utilise Twitter, c'est-à-dire en revenant plusieurs fois, plusieurs minutes, pour s'organiser dans sa vie amateur, pour parler du pro, pour avoir des conversations sur les matchs d'Élite 1, etc. Et là, on commence, même pour un tout petit sport qui n'a jamais vendu ses droits télévisuels d'Élite 1, on commence à créer un modèle économique où on se sert de cette diffusion pour attirer encore plus de gens qui vont rester autour de leur pratique ou de leur vie de fan. Et c'est ça qui commence à avoir de la valeur et qui intéresse les sponsors et qui peuvent amener à un modèle économique. C'est-à-dire de se servir du live comme étant un élément qui va nous permettre d'aller recapter ce contenu et cette vie des fans qu'ils ont sur ces GAFAM. On revient sur notre propos liminaire et que ces GAFAM monétisent.
Et ça, c'est un modèle qui me semble intéressant. On a fait la même chose avec la Coupe de France de foot, effectivement, l'année dernière, etc., avec quelques matchs. Juste, je reviens pour que ce soit vraiment clair, déjà pour moi. La captation, qui s'occupe de capter les images pour les, j'ai envie de dire, diffuser sur votre réseau? C'est les clubs, ou c'est le détenteur de droit. Donc là, la fédération, ou le club qui reçoit, etc. Voilà. Pardon, je pose cette question-là parce que revient tout de suite l'aspect coût. Là, on parle de club amateur, on parle... Alors, à mettre en lien justement avec des mesures budgétaires qui ont été votées dernièrement pour faciliter justement la transition numérique des clubs. Est-ce que la solution peut passer aussi budgétairement par un fonds de dotation spécifique et s'il y a coût pour les clubs, de quel ordre est-il, juste pour je dire, notre information? Est-ce que c'est un pourcentage qui est calculé par rapport à une audience ou pas? Alors, pour être très clair, une fois que la captation est assurée, c'est-à-dire qu'il y a un dispositif autour d'un terrain quel qu'il soit, et une connexion Internet. Donc aujourd'hui, on fait des choses qui sont pas mal du tout avec des caméras automatiques. Il y a quelques dispositifs comme ça qui existent, mais peut-être encore plus simple, avec une personne qui vient avec une caméra. Des commentateurs, on a fait des expériences avec des bénévoles, des clubs, même à un niveau assez élevé, c'est génial. Ça fait participer et il n'y a même pas besoin de faire plus pour ça. Une boîte qui permet de diffuser, même dans des terres un peu reculées, parce qu'il y a des boîtes qui ont 5 clés SFR, 5 clés Orange, 5 clés chez Bouygues, et on peut faire de la 4K. Et pour... allez, à partir de 1 000 €, on fait une captation d'un match de hockey sur gazon, par exemple, qui commence à être de qualité et qui est diffusable. C'est pas de la Ligue 1, c'est pas 10 caméras, c'est pas du 4K, etc. On n'est pas là-dessus. Mais pour quelques centaines ou quelques milliers de personnes intéressées par l'événement, à partir de cet ordre de grandeur-là, voilà, ça ne sera pas le même pour du basket, parce qu'il y a une attente d'un public, on parle de centaines de milliers de personnes, qui attendent du replay, qui attendent des choses. Donc là, on va assez vite monter. Mais à partir de 1 000 ou 2 000 €, on commence à pouvoir faire des choses par événement qui sont diffusables sur des plateformes comme la nôtre. Et nous, de notre côté, une fois qu'on nous envoie ce signal, tout est gratuit pour n'importe quel acteur du sport en France. Il est libre, il met son code, c'est diffusé. Pour nous, ça coûte. Il faut héberger la vidéo, il faut la diffuser. S'il y a beaucoup de gens... on a fait des pics à plus de 15 000 personnes sur des matchs de Coupe de France, etc. C'est un coût pour nous. Ça, c'est absolument gratuit pour les ayants droit. Mais il faut qu'ils puissent capter et envoyer le signal. Pardon. Vous avez combien de personnes qui viennent sur la plateforme Bisport chaque semaine à peu près, comme moi, et par rapport aux ligues professionnelles et aux fédérations sportives, est-ce que certaines ont décidé de vous confier un petit peu l'exploitation justement digitale un petit peu de leurs activités, ou est-ce que certaines sont aujourd'hui plutôt à dire on internalise, on fait ça en interne, ce qui parfois est peut-être plus coûteux ou plus en moyens humains et financiers, etc., que de confier ce service-là à quelque chose qui existe déjà, qui est déjà bien rodé. Et même si j'ai bien compris qu'on n'était pas simplement sur la diffusion de certains événements, mais bien sur l'avant, le pendant, l'après, et puis un certain nombre de contenus différents, est-ce que quelque part, vous n'êtes pas en concurrence avec la chaîne Sport en France, qui avait vocation un petit peu à diffuser les disciplines les plus variées de nos sports? Pour répondre à votre question, je suis obligé de repartir un petit peu en arrière. Vous nous remettez toujours la question dans la perspective de la diffusion. Et j'avais commencé mon intervention en vous disant que la diffusion, c'était obsolète. Okay. Pourquoi c'est obsolète? Parce que je pense qu'une erreur est de considérer le sport comme un contenu comme les autres, comme de la fiction ou comme un film ou une série télévisée. Les gens qui aiment le sport connaissent le sport. C'est-à-dire qu'ils sont eux-mêmes acteurs. Ce ne sont pas juste des consommateurs, ce sont beaucoup plus que des consommateurs. Ce sont des acteurs. Et le sport, quand on est derrière l'écran, pas devant la caméra,
c'est pas quelque chose qui se consomme de manière statique, individuelle, c'est quelque chose qui se conserve avec sa communauté, sa famille, ses amis. C'est quelque chose qu'on commente, qu'on prépare, sur lequel on a des discussions, des pronostics. Donc, notre objectif n'est pas uniquement de montrer des images, il est de créer les outils qui permettent à des communautés de vivre la vie sportive de leurs équipes quand ils sont pratiquants et puis de leurs héros quand ils sont fans, avec leur communauté. L'idée, c'est qu'un groupe de jeunes qui jouent au rugby, après le match de rugby, qu'est-ce qu'ils font ensemble? Eh bien, ils vont voir le match de leur équipe de foot préférée. Ils vont le voir ensemble, peut-être chacun dans leur coin, ils vont continuer à en discuter, ils vont en parler, ils vont le préparer, ils ne vont pas être d'accord, mais ils vont vivre cette expérience qui est une expérience sociale, transversale, qui dépasse les générations, les gens. Ce n'est pas juste de la consommation de contenu. Donc, je reviens à votre question. Quand on parle de diffusion, il faut d'abord avoir la plateforme et l'outil qui permet d'avoir cette expérience sociale. Et c'est là où est notre investissement, et c'est ça qui est important. Votre question sur le coût de la diffusion, elle est importante, mais il faut que vous regardiez ça de manière dynamique. La technologie évolue très très vite. On est aujourd'hui dans une salle filmée, il y a des caméras automatiques. Il y a encore quelques années, vous auriez eu des opérateurs avec des grosses caméras, avec des câbles partout, ça aurait coûté une fortune. Des prix baissent très très vite. En termes de captation, on est en train de s'installer la 5G, c'est un investissement qui est en cours d'être fait. Okay, il y a des investissements en milliards qui sont faits par des opérateurs qui prennent des risques colossaux et qui vont apporter ce service. Les terminaux aujourd'hui permettent de former. Bon, on a plein de solutions qui sont de moins en moins chères. En revanche, ce qui nous manque et ce qu'on doit former, c'est une habitude de talent. Et il y a plein de startups français qui font des choses fantastiques avec lesquelles on travaille. Switch Live, Rematch, qui sont branchés sur Sport et qui apportent à chacun des outils de captation qui vont permettre à des nouveaux talents, à des gens qui vont devenir des réalisateurs de sport, des éditoriaux, des gens qui vont présenter le sport différemment et pas uniquement à la manière d'une grande chaîne de télévision. C'était la deuxième partie. La troisième partie de mon commentaire, c'est que diffuser du sport, ce n'est pas forcément intéressant. Tous les matchs ne sont pas intéressants à regarder en direct et sans commentaire. Donc, il faut aller chercher plus loin. Donc, votre question par rapport à Sport en France, bien sûr qu'on n'est pas du tout en concurrence avec Sport en France, on est des partenaires depuis le départ de Sport en France et depuis le départ de Bisport. On a vocation à ce qu'eux, ils agrègent et ils sont une super plateforme pour distribuer, pour capter, éditorialiser, distribuer des contenus sur des sports qui ne passent pas sur les grandes chaînes de télévision. Et c'est ça la révolution. Nous, les mêmes contenus, on va les mettre au bon endroit pour qu'ils puissent être consultés dans la durée. C'est-à-dire qu'un reportage ou une diffusion sur une équipe de basket ou sur un match qu'elle a fait, le flux va être dans la page de l'équipe, dans la page de l'événement, qu'on génère automatiquement avec de l'intelligence artificielle, et retraçable toute la vie des sportifs concernés, du club concerné. Ça ne va pas être mis juste dans des piles d'assiettes comme sur YouTube ou sur Netflix. Et donc, on va permettre aux gens d'avoir une vraie interaction sociale, au coach de réutiliser le film, de le repartager, etc. Donc, on est complémentaires. On est complémentaires avec Sport en France, mais on est complémentaires avec tous les médias. On n'a aucune ambition de remplacer aucun média, quel qu'il soit. Ils ont des savoir-faire, pas uniquement en diffusion, en captation, ils ont des savoir-faire en éditorialisation, en capacité à raconter des histoires qui sont leur métier et qu'ils sont seuls à bien faire. Ils ne peuvent pas être remplacés par des algorithmes. Okay ? En revanche, on doit leur apporter la manière de faire des tris, de pousser, de sélectionner et de personnaliser leur diffusion. Donc, en aucun cas, on ne souhaite être concurrent avec des grands médias. On souhaite au contraire les servir comme aujourd'hui, ils travaillent beaucoup avec les médias sociaux. On essaie de leur proposer quelque chose de plus innovant et de plus direct parce qu'on se parle, on se crée, on s'adapte avec eux. Et pour ce qui est des autres plateformes de diffusion dont vous avez parlé, elles ont toute vocation à utiliser Bisport, être des utilisateurs de Bisport. Et pour compléter aussi par rapport à la question sur les partenariats, donc on a aujourd'hui un partenariat cadre avec le Comité olympique français depuis plusieurs années pour un laboratoire d'innovation, ce qui a facilité d'ailleurs les liens avec Sport en France. Et c'est pour ça qu'effectivement tout le contenu, tout Sport en France est aussi sur Bisport. On ne le présente pas pareil, parce que social, etc. Mais tout est regardable. Et on a aussi aujourd'hui des partenariats avec la Fédération française de basketball, de handball, de hockey sur gazon, de foot US, de baseball, etc. pour être le réseau social officiel de ces fédérations, donc avec lesquelles on a plein de projets, y compris de la diffusion
de compétition, semi-amateur, voilà. Donc ce qui est diffusable et qui peut intéresser une certaine audience, mais pas sur des médias classiques. Et pour répondre à la... aujourd'hui, pour nous, il fallait commencer quelque part, parce que quand on fait une plateforme multisport, etc., stratégiquement, demain, on va embrasser tous les sports, mais voilà, il faut faire des choix. Et donc, on a fait le choix aujourd'hui de se porter essentiellement sur les sports co, sur cette dimension-là. En revanche, des data... C'est pas ceux qui ont eu les moins bons résultats aux Jeux Olympiques. Voilà, on a eu le nez creux. Et on a beaucoup crié, hein, comme tout le monde, je crois. Zut, j'ai perdu mon fil. Si, et vous parliez de la question des audiences. Aujourd'hui, le travail qu'on a fait sur les données du sport en France, sur les sports co, mais aussi sur tous les autres sports où on a référencé, à travers ce partenariat avec le CNO, l'ensemble des structures sportives. Il y en a 180 000 qui sont référencées sur Bisport, où on a le nom du club, les sports qui sont pratiqués, les adresses des différents lieux de pratique, si jamais ils accueillent des personnes en situation de handicap, pas de handicap, etc. Et à partir de toute cette base de données qu'on a co-construite avec le comité olympique, puis derrière avec l'Union Sport et Cycle et d'autres acteurs aujourd'hui, on fait en ce moment énormément de plateformes qui permettent aux Français de trouver leur club. Donc mon club près de chez moi, c'est un projet commun entre le CNO et Bisport. On a une plateforme qui s'appelle Où Pratiquer, qui est à peu près le même genre avec l'Union Sport et Cycle sur les structures marchandes. Et puis on la décline aujourd'hui avec des collectivités locales qui reprennent sur leur territoire l'ensemble des structures sportives, associatives et marchandes pour pouvoir permettre de rapprocher l'offre et la demande de sport. Et surtout en cette période de reprise, c'est important. Donc c'est un dispositif qui est aussi utilisé dans le cadre du passeport pour orienter les jeunes vers des structures éligibles, etc. etc. Tout ça pour vous dire qu'en ce moment, Bisport, ça marche très bien. On a plutôt parfois des problèmes de serveurs, mais ça, c'est des bons problèmes. On est content d'avoir des problèmes de serveurs, puisqu'il y a plusieurs centaines de milliers de personnes qui visitent nos différentes plateformes chaque semaine en ce moment pour trouver une structure, pour utiliser nos outils pour animer la vie des clubs, etc. Donc voilà, on rongeait notre frein avec le Covid, forcément, comme vous l'imaginez, surtout qu'on est quand même très, très porté sur le sport amateur qui se pratique plutôt que celui qui se regarde, vous l'aurez compris, et tous ces niveaux intermédiaires et semi-professionnels, etc. Donc là, le retour du sport, même si peut-être que pour certains acteurs, il y a une crainte qu'il ne soit pas au niveau d'avant Covid, pour nous, comme on s'est lancé véritablement il y a 1 an, que ça a duré 1 mois avant qu'on se reconfine, on est content de cette rentrée et du sport qui revient, quoi. Oui, vous avez beaucoup parlé de start-up. D'ailleurs, je fais mon petit instant de pub de Nice parce que vous avez parlé de MyCoach, donc je ne peux pas ne pas dire que c'est une start-up niçoise, mais je vous présenterai une autre petite entreprise, mais qui a des projets ambitieux, notamment dans la captation ultra haute définition, plug and play, et surtout sans câble ni alimentation électrique. Dans tout ça pour dire qu'effectivement, j'entends dans vos propos une revendication qu'on peut entendre dans d'autres secteurs sur, je dirais, une véritable écrire un peu un Small Business Act à la française, mais surtout, enfin, j'ai envie de dire des pages d'une collégialité, je ne sais pas comment l'appeler, mais en tout cas d'une coopération déjà franco-française. C'est difficile là, au bout de quelques heures là, avec le masque, pour pouvoir donc faire en sorte qu'il y ait l'émergence des startups comme la vôtre. Mais j'ai envie de dire que là, derrière, j'entends aussi la nécessité d'avoir une véritable discussion, je dirais très collégiale, que ce soit le mouvement sportif, les professionnels aussi, les médias et les réseaux sociaux, etc., pour avoir une stratégie d'ensemble audiovisuelle de l'exposition des sports en France. Et en cela, ça rejoint un peu une question que je pose régulièrement dans ces auditions-là concernant un conseil supérieur du sport professionnel qui pourrait justement avoir cet organe indépendant, mais surtout de pilotage. Alors, entre autres, le sujet de l'audiovisuel, parce qu'il est important dans le sujet qui concerne le sport professionnel, certaines disciplines sportives, mais aussi qui pourrait piloter, j'ai envie de dire, plus largement aussi sur d'autres sujets. Alors, on parle des transferts, des rôles plus économiques, régulateurs économiques, mais déjà là, sur l'exposition du sport, qu'est-ce que ça vous inspire quand je vous dis ça, moi ?
Non, vous voulez qu'on réagisse à l'idée de la création d'un conseil supérieur? Je partage une expérience avec vous, qui est celle de notre travail des dernières années. Pour imaginer une plateforme capable de servir tout l'écosystème du sport, on s'est posé la question de qu'est-ce que c'est le sport. Okay, et on est arrivé à cette confirmation de ce qui beaucoup de gens acceptent, hein, c'est un continuum. Il y a le sport pro, l'amateur, c'est la même chose. Les pros, avant d'être pros, étaient amateurs. Les amateurs regardent les pros. Les pros sont aussi amateurs dans les disciplines dans lesquelles ils ne sont pas professionnels. C'est une grande communauté, très qualifiée, très solide, qui partage beaucoup de choses en commun. Mais elle est fragmentée et dispersée. C'est-à-dire qu'il y a une même communauté de pratiquants et de fans, mais l'offre de sport, quand je dis l'offre de sport, c'est peut-être l'offre de pratique, mais aussi toutes les instances régulatrices sont très divisées et n'ont pas de grandes habitudes de mutualiser leurs moyens et leurs objectifs. La conséquence en termes digital, c'est que les données du sport sont un cauchemar à capter et à analyser. C'est-à-dire que la qualité est déjà très dispersée. Bien sûr, tous les sports n'ont pas la même manière de s'organiser, de compter, ne serait-ce que de compter leurs buts ou de faire leurs performances. Mais donc, créer une plateforme qui nous a permis d'intégrer tous les flux, ou qu'ils soient source professionnelle, source amateur, source fédérale et source individuelle, et créer un seul format, c'est un travail considérable. Et ce travail nous a amené à interagir avec un grand nombre d'organismes qui, je vais être direct, n'ont pas encore l'habitude de bien travailler ensemble. Okay, donc divise les efforts, il n'y a aucune concentration des efforts, et sont parfois d'ailleurs sur des projets à contre-courant. Donc est-ce qu'il y a besoin d'un organisme supplémentaire? C'est pas à moi de répondre, sauf si c'est celui qui résout tous les problèmes de tous les autres organismes. Dans ces cas-là, je pense qu'il sera bienvenu. Mais je crois surtout, et c'est peut-être un petit caractère qu'on connaît chez les Français depuis longtemps, et on va remonter à Astérix, mais cette capacité qu'on a en France d'être toujours d'accord sur tout, mais toujours divisé face à l'ennemi, est un petit peu énervante parce que je pense qu'il y a beaucoup d'actifs, d'acteurs de grande qualité, et que le French bashing dans le sport, c'est une idiotie sans nom. Okay, quoi. Que proportionnellement à beaucoup de choses, on est une grande nation du sport. Je dis la même chose dans la technologie. Et qu'on a beaucoup à gagner, à concentrer et converger nos initiatives et nos efforts, plutôt que chacun individuellement organiser des milliers de petites applications et de plateformes et d'initiatives qui vont toutes faire un Facebook Connect ou un Google Connect pour exister. Et ça, si je choisissais un challenge, je pense que c'est celui-là. Je pense que le mouvement sportif français est professionnel. On parle à tort d'amateurisme. Je pense que par rapport à d'autres pays, on a fait beaucoup de rencontres, on discute avec des gens dans les instances internationales en Suisse qui attendent beaucoup de nous, et ils disent que tout ce qu'on fait n'existe pas en dehors de France. Okay. Donc, encore une fois, je vous invite à dédramatiser l'épisode Média Pro Ligue 1 de football. Il y a un potentiel énorme, il ne faut pas perdre de vue le potentiel, et on a tous les acteurs pour le faire. Je pense que l'opportunité, il est de créer des synergies et de créer un intérêt, de savoir où est le potentiel, où est l'opportunité, et ne pas se diviser. Donc, on a beaucoup de talent. Ce qui est difficile, c'est de faire en sorte que chacun ait un petit peu son couloir d'expression sans se sentir nécessairement en concurrence. Vous m'avez posé la question même, hein, savoir si on est en concurrence avec Sport en France ou chose comme ça. Il ne faut pas. Ce serait une duplication des moyens complètement idiote. On n'a pas besoin de ça. Ce n'est pas ça le challenge. On parle d'une transformation digitale des médias et du sport. Aucune fédération, aucun organisateur n'est un professionnel de ça. Chaque éditeur de contenu est un média. Il est en concurrence avec des GAFA qui ont des dizaines de milliards de capacités d'investissement par an. La dernière chose à faire, c'est de diviser les efforts. Monsieur le rapporteur, plus de questions? Moi, ça me paraît très complet. Et donc, je vous remercie d'abord pour avoir répondu à l'ensemble de nos questions cet après-midi dans le cadre de cette audition. Et puis, n'hésitez pas à compléter ces expressions devant nous par des contributions écrites pour la suite. On est très preneurs.